collectivités locales. Je vais appeler Céline Jules Saurette, secrétaire générale à la région Guadeloupe. Lindsay Pilade, directrice financière à la CNGT. Victor Amoutard, directeur Pro à Pro. Arnaud Léoni, le DAF du groupe ECB. Steve Manlius, qui va revenir avec nous. Et Jean-Philippe Courtois, vice-président du conseil départemental. Premier témoignage d'une collectivité territoriale majeure, la région Guadeloupe. Et donc Céline Jules Saurette, la parole est à toi. Bonjour mesdames, messieurs, ravi d'être là. Alors je vais vous présenter très rapidement l'expérience de la région Guadeloupe. Je vais vous donner des éléments chiffrés pour vous dire de là où on part. En 2018, la région Guadeloupe avait payé 137 millions d'euros et on avait un délai global de paiement de plus de 100 jours. En 2019, le président de région, étant conscient de l'impact économique que représentaient ces délais de paiement, nous a demandé de travailler à réduire drastiquement ces délais de paiement. Et en 2020, c'est devenu l'objectif prioritaire de la collectivité en plein dans le cadre de la crise sanitaire. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, en 3-4 ans, on a divisé notre délai global de paiement par 3, tout en augmentant notre activité, puisque aujourd'hui, on est autour de 170 millions d'euros de factures payées et autour de 8 millions d'euros de factures par an qui sont honorées. Alors, j'aurais aimé faire cette intervention en 2022, parce qu'en 2022, notre délai global de paiement était autour de 33 jours. Comme vous savez, en 2022, on a eu une cyberattaque à fin d'année pendant la clôture budgétaire, ce qui fait qu'une partie de nos factures 2022 ont été reportées sur l'exercice 2023 et donc on a une réaugmentation de notre délai de 2023. Juste un petit point sur un autre indicateur que l'on suit, c'est le délai moyen de paiement. En fait, c'est le délai que l'on met pour payer les factures de l'année. Et pour préciser que en 3 ans, aujourd'hui, on est en dessous du délai réglementaire de paiement pour les factures qu'on le reçoit dans l'année et qui sont payées dans l'année. Un focus sur 2023, donc cyberattaque, un gros stock de factures 2022. Donc la collectivité s'est organisée pendant le premier trimestre 2023 pour traiter ces factures, ce qui fait qu'aujourd'hui, le DGP, le délai global mensuel du mois de mai est en dessous des 30 jours, on est retourné à 29 jours. Maintenant, je pense que notre délai global annuel risque d'être impacté quand même plusieurs mois et on aura du mal à retrouver la situation de 2022, mais c'est notre objectif. Alors, comment on est arrivé à cette situation ? D'abord, pour dire, parce que je crois que ça a été dit sur les tables rondes précédentes, c'est que le délai global de paiement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du technicien qui passe la commande jusqu'à l'entreprise qui fait la facturation. En 2019, ce qu'on a mis en place, c'est un reporting au niveau de la direction générale où on a transmis des tableaux de bord sur la situation des factures, l'évolution des paiements, l'évolution du délai de paiement, et ça, on le fait toutes les semaines. Ce tableau de bord, il tient compte des factures, il est aussi sur l'exécution budgétaire et il est aussi sur la ligne de trésorerie. Donc toutes les semaines, la direction générale a une vision de sa ligne de trésorerie et de l'évolution de ses factures. Parallèlement, on transmet aux directions le listing de leurs factures donc c'est un listing détaillé avec l'ensemble des factures, le numéro de la facture, le nom du fournisseur, les montants et les échéances de paiement. Et dans ce cadre-là, le secrétariat général accompagne les directions pour regarder où se trouvent les points de difficulté, où se trouve le stock, dans quelle direction, dans quel service. Avec la direction des affaires financières et la direction de la commande publique, on analyse quels sont les points de blocage, les dysfonctionnements. On propose les solutions qui sont arbitrées à la direction générale, au niveau de la direction générale toutes les semaines, puisque c'était le sujet de notre reporting.
Le troisième point qui nous a permis d'atteindre ces objectifs de réduction des délais de paiement, c'est l'amélioration de la qualité de la facturation. Ça, c'est en lien avec nos entreprises, dans les échanges que les services ont avec les chefs d'entreprise. C'est à certains moments, la collectivité a adressé des courriers pour expliquer ce qu'était une facture conforme et ce qui était attendu des entreprises. Ça a aussi été à certains moments utilisé avec parcimonie, mais quand même utilisé le rejet des factures, parce que ça a une vertu pédagogique. Je suis désolée, messieurs et dames chefs d'entreprise, mais c'est vrai que des fois, de rejeter des factures non conformes, ça permet d'expliquer qu'on ne peut pas payer si la facture ne correspond pas à un certain nombre de critères. La dématérialisation Ecorus Pro participe à l'amélioration de la qualité de la facturation. Et bien sûr, la dématérialisation, c'est aussi le moyen de fluidifier nos échanges au sein de la chaîne comptable et dans les échanges avec les entreprises. Donc globalement, s'il fallait que je résume, je dirais que la méthode, elle était en 3 mots. Un suivi qui permet de ne pas travailler à l'aveugle, d'avoir une vision très claire de ce qu'on fait. Une alerte, c'est que dès qu'on sent qu'il y a un dérapage, un dysfonctionnement, on peut intervenir. Et un accompagnement que je dirais pédagogique. L'objectif n'était pas de taper sur les directions, mais plutôt de les challenger, puisqu'on a fait des comparaisons entre directions de qui a le meilleur délai de paiement. Donc on challenge les directeurs, mais surtout on les accompagne sur leurs difficultés. Et pareil avec les entreprises, c'est d'expliquer, d'être pédagogique dans ce qu'on attend d'une facture aujourd'hui. Globalement, en résumé, ce que je dirais, c'est que c'est un travail d'équipe. Cette réduction des délais de paiement en région Guadeloupe, c'est un travail au niveau de la collectivité, mais un travail avec les entreprises. Et c'est un travail surtout qui nécessite l'implication et la responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Je vous remercie. Merci. Sur retour d'expérience, on va continuer. Collectivité majeure, le département. Jean-Philippe Courtois, vice-président du conseil départemental. Bonjour à tous. Je vous dirais que je suis très heureux d'être avec vous ce matin de manière à pouvoir vous exposer donc, la méthodologie qui a été mise en place par le président Guy Losbar depuis sa prise de fonction au conseil départemental, puisque nous avons aussi donc, pris le pari de faire en sorte que nos partenaires, donc les entreprises, puissent être mieux accompagnés par la collectivité, puisqu'on s'en rend bien compte. Et je crois que là, si je dois prendre ma double casquette, celle de maire et celle de vice-président du conseil départemental, on se rend bien compte que l'entreprise est un partenaire indispensable dans le cadre du projet porté, de la réponse à amener donc, aux concitoyens, mais que nous devons faire face aussi donc, aux différentes difficultés que rencontrent sur le plan budgétaire donc, nos collectivités. Et donc, il est aussi normal que quand nous avons donc, des collectivités comme le conseil départemental, et à l'exemple de ce qui vient d'être dit pour le conseil régional, que nous donnions aussi cette obligation de pouvoir répondre dans les meilleurs délais pour pouvoir permettre à nos partenaires de, eux aussi, pouvoir répondre par corrélation donc, à leurs ambitions en direction donc, de leurs collaborateurs, ambition en direction donc, de leurs fournisseurs initiaux, afin que nous puissions nous retrouver dans le cadre d'un cercle qui soit vertueux. Et je ne pense pas m'avancer trop en disant que l'objectif est celui-là qui est partagé par l'ensemble des collectivités, de manière à ce que nous puissions donc arriver, que ce soit sur les collectivités majeures, mais aussi les mairies plus particulièrement, que nous puissions atteindre cet objectif ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que le conseil départemental a lui donc un volume donc, de factures annuelles donc, aux alentours de 14 000 qui sont traitées par le service. Et nous sommes arrivés aujourd'hui donc, à un délai de réponse qui avoisine donc, les 27 jours, ce qui permet effectivement donc, de pouvoir donner de la visibilité donc, aux entreprises, mais aussi qui nécessite, comme ce qui vient d'être présenté, une ingénierie en interne, de manière à permettre à nos différents collaborateurs donc, de pouvoir travailler dans des conditions qui soient optimales, afin que nous puissions aussi avoir ce temps de face à face avec les chefs d'entreprise quand cela est nécessaire, puisque vous le comprendrez bien, dans le cadre des processus de contrôle, qu'il est plus que nécessaire qu'au-delà de Corus, que nous puissions donc, y adjoindre donc, ces moments pour pouvoir rectifier un certain nombre de données et nous assurer que nous puissions donc maintenant poser une réponse qui soit efficace. Une réponse qui nous permette donc de pouvoir tenir donc ces budgets, donc ce qui permet aujourd'hui au conseil départemental de pouvoir mettre en place 80% donc
de ces projets donc, sur l'année. Donc, qui nous donne aussi, nous, en qualité donc, de politique, une meilleure assurance dans le cadre des orientations stratégiques, des politiques publiques qui sont mises en place, mais qui doit aussi donc, nous interroger au-delà de cela donc, sur les processus donc, pour l'accession au marché, de manière à ce que nous puissions là aussi poser donc, les jalons pour répondre donc, à l'immédiateté donc le service fait, mais aussi sur l'anticipation nécessaire pour pouvoir permettre donc, à nos partenaires de pouvoir se positionner en toute quiétude. Puisque quand je parlais tout à l'heure donc, de cercle vertueux, c'est aussi comprendre que quand d'un côté la collectivité ne peut faire face, elle, à ses obligations, je dirais, réglementaires, qu'on pose aussi un certain nombre donc, de difficultés donc, chez le partenaire, ne serait-ce que pour faire face aux obligations sur les documents indispensables pour pouvoir répondre aux différents marchés, et sachant que de l'autre, qu'il est plus que nécessaire que nous puissions donc asseoir cette stratégie de manière à pouvoir renforcer l'emploi local sur notre territoire, mais aussi que dans le cadre donc de ce budget, que nous puissions donc lui donner vie au travers donc des différentes réalisations. Et donc ce qui est aussi au niveau du conseil départemental est un volume non négligeable, puisque c'est près d'1 milliard d'euros donc, qui est injecté donc, au niveau de l'économie chaque année, et c'est ce qui aussi donc, nous oblige, impose un certain nombre donc, de contraintes, mais surtout nous permet donc, de pouvoir mettre en place donc, ces stratégies, comme le disais tout à l'heure, de manière à ce que nos différents partenaires, une fois bien positionnés, une fois bien outillés aussi vis-à-vis donc, des protocoles budgétaires donc, posés et imposés par des services, que nous, en face, que nous puissions aussi donc, répondre à notre obligation contractuelle. Donc voilà quelque peu l'orientation du conseil départemental, de manière à ce que nous puissions donc, rassurer nos partenaires qui sont en face et surtout porter une réponse efficace en termes de politique publique. Merci. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe Courtois, vice-président du conseil départemental. Nous allons rester toujours sur retour d'expérience des collectivités. Passons maintenant à la strate de PCI et j'appelle Madame Lindy Pilade, DAF à la CNGT. Merci, bonsoir à tous, bonjour à tous plutôt. Donc, nous à la CNGT, donc le point a été mis sur le fait de sensibiliser les agents au niveau des enjeux et conséquences du non-respect des délais de paiement et aussi de les responsabiliser pour la certification des factures. Donc par rapport à cela, donc nous avons pris comme postulat de départ que l'élaboration du processus budgétaire, qui veut dire le vote, le travail sur le processus, mais aussi la validation avec les élus des différentes dépenses qui vont être engagées au niveau de l'année, et bien sûr mettre en place un plan de trésorerie sur l'année et connaître au moins le mois le niveau de trésorerie de l'année. Donc cette présentation portera surtout sur le délai de paiement des ordonnateurs et l'organisation qui a été mise en place au niveau de la CNGT. Donc, à partir des deux responsabilités qu'on mettrait au niveau des agents, donc on a mis en place un certain nombre de procédures, notamment au niveau de l'engagement des dépenses, au niveau du respect du circuit de validation des factures, des tutoriels mis en place pour les prestataires, mais aussi pour les agents, pour valider un certain nombre de factures, et aussi un comité de finances qui se réunit trimestriellement afin d'évaluer en fait l'avancée du mandatement des factures, mais aussi de constater les différentes anomalies qu'on peut rencontrer au niveau des directions sur le traitement des validations des factures, et aussi accompagner les directions en cas de dysfonctionnement sur le traitement de leurs factures ou la validation des factures. Donc je reviens en fait sur le point 1 qui est l'engagement des dépenses. L'un des postulats de départ, c'est de dire que toutes les dépenses connues de la collectivité sont engagées.
que ce soit les marchés ou la plus petite dépense, elle doit faire l'objet d'un engagement, donc d'une émission de bons de commande ou d'une demande décentralisée des directions. Donc on doit avoir une vue très exhaustive des dépenses de la collectivité. Puis au niveau du circuit de validation des factures, il s'agit pour nous de n'accepter aucune facture dématérialisée. Donc il a été mis en place un circuit de validation avec les différentes directions où à ce niveau, les directeurs ou les agents valideurs sont connus et intégrés au circuit de validation pour pouvoir de suite identifier les personnes dès le dépôt de la facture, identifier la personne certifiante et par la suite, s'il y a problème, revenir vers la personne qui pourrait effectivement valider cette facture. Le troisième élément qui est le tutoriel, donc ça a été mis en place surtout, comme il a été dit lors des précédentes tables rondes, au niveau pour un accompagnement des très petites entreprises, puisqu'on travaille énormément avec les très petites entreprises, pour pouvoir les aider sur le dépôt des factures sur Chorus Pro, mais aussi pour les accompagner en termes de pièces justificatives, puisque souvent les rejets qui sont effectués au niveau du comptable public, même en interne, correspondent souvent à des manques de pièces justificatives ou des informations qui ne seraient pas mises au niveau de la facture. Donc à ce moment-là, nous avons mis en place un tutoriel qui permet aux entreprises de pouvoir renseigner correctement les factures arrivant à notre niveau. Et enfin, le comité finance qui recense les différentes anomalies qui ont été identifiées au niveau de la direction financière, reviennent vers les entreprises, les accompagnent. Donc on a aussi à notre niveau un palmarès au niveau des directions, mauvais élèves ou les directions qui permettent un paiement rapide des factures parce qu'il y a un suivi correct des factures au niveau de la collectivité. Donc ce sont des éléments qui nous permettent au mois le mois de suivre en fait le délai de mandatement au niveau de la collectivité, du moins au niveau de l'établissement public. Donc avec ces procédures, donc nous avons aussi un certain nombre d'outils, que ce soit le logiciel comptable qui nous permet en fait d'identifier la dépense dès la demande d'achat qui d'ailleurs est décentralisée au niveau des directions, puis validée au niveau des directions générales. Un circuit de validation, comme je vous l'ai dit, dématérialisé, mais aussi une mise à disposition de fichiers partagés où à ce niveau, il y a des échanges au niveau des directions opérationnelles, des directions financières et juridiques, afin de pouvoir déposer les pièces justificatives permettant un paiement rapide de la facture. Et bien sûr, au niveau des directions, nous avons mis en place des différents tableaux de bord qui permettent le suivi au jour le jour des dépenses engagées par les différentes directions. Tous ces éléments participent bien entendu à la maîtrise des délais de paiement des factures. Donc, comme on l'a dit précédemment, donc au niveau tout se joue dans le délai de paiement des factures au niveau de l'ordonnateur. Donc il est très important de respecter, donc de travailler avec les directions pour pouvoir respecter les délais de mise en paiement au niveau du comptable. Puisque je prends pour exemple au niveau de la CNGT, quand tout le processus est respecté, il est arrivé qu'une facture prenne moins d'une semaine pour être payée. Donc on voit bien que chaque étape du processus de mise en règlement est très important et doit demander une participation de tous, de la direction opérationnelle, donc du demandeur de la dépense, à la direction financière, en passant par la direction juridique pour la mise à disposition des pièces contractuelles qui permettent le règlement de la facture, puisqu'après, au niveau du comptable, comme l'a abordé le DRFIP, il suffit d'avoir les pièces conformes pour pouvoir mettre en règlement la facture assez rapidement.
Donc c'est un travail collaboratif qui doit intervenir au quotidien. Je vous remercie à tous. Merci. Merci Madame Pilade. Nous allons passer maintenant au retour d'expérience du côté entreprise. Et je vais appeler Monsieur Arnaud Léoni, DAF, au groupe ECB, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Arnaud Léoni, je suis le directeur financier du groupe ECB, qui est un groupe de distribution de matériel électrique de différentes enseignes, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Et à ce titre, nous travaillons avec des entreprises locales, nationales, des particuliers et bien entendu les collectivités publiques. Lorsque je suis entré en fonction, j'ai, comme tout directeur financier, eu un focus particulier, bien entendu, sur la trésorerie. On a évoqué, ou ce sujet a été évoqué plusieurs fois dans la matinée concernant les tensions de trésorerie. Et inévitablement, lorsqu'on est amené à traiter ce sujet ou à avoir un focus particulier, on regarde nos niveaux de stock et on regarde aussi, bien entendu, tout ce qui concerne les délais moyens de paiement. Et nous avions une organisation à l'époque qui était très décentralisée, avec beaucoup d'équipes sur place. C'était une fonction plus qui était liée à des éléments commerciaux, plus qu'à une vraie équipe dédiée. Donc avec l'accord des actionnaires du groupe, on a pris la décision de centraliser cette fonction, de professionnaliser le métier en interne, d'avoir une vraie approche beaucoup plus souple, avec des informations en amont sur nos clients, et bien entendu sur le suivi des paiements, sur le suivi de la relation commerciale qu'on pouvait avoir avec eux. Donc on a mis en place un outil nous permettant de relancer l'ensemble de nos clients avec différentes process en fonction des CSP, et aussi un outil de suivi de l'évolution de nos délais de moyens de paiement, aussi bien par CSP bien entendu. Et on a pu constater, je dirais, sur les 2 premières années, une diminution de nos délais moyens de paiement sur les entreprises d'environ 30%, mais sur les collectivités publiques de 50%. Au niveau des collectivités publiques, on a fait le choix à peu près identique d'avoir 2 personnes dédiées, principalement pour tout ce qui est la saisie ou le transfert d'informations non Chorus, et de les former spécifiquement aux relations avec les collectivités publiques. Bien entendu, d'un autre côté aussi, on facture tous les intérêts moratoires pour s'assurer que ce soit fait. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Steve Manlius, président de la Chambre régionale des commissaires aux comptes, va revenir. Et cette fois-ci, il va nous évoquer l'expérimentation de certification de compte. C'est bien ça? Presque. Voilà, rebonjour tout le monde. Donc, il m'appartient maintenant de vous faire un retour sur l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités locales qui a été menée. Donc, dans ma précédente intervention et de tout ce qui a été dit au cours de notre moment d'échange, plusieurs causes ont été avancées et peuvent expliquer ce délai de paiement plus long en Outre-mer que dans l'Hexagone. Nous citons bien évidemment en premier lieu la situation financière de certaines collectivités, relevée notamment par le poids des charges sociales, l'absence de compétences internes, etc. En sus de l'action d'élus volontaristes et gestionnaires, de l'aide des collectivités dites majeures, de l'État, il est fait également mention des ressources externes dont peuvent bénéficier les collectivités, notamment en ce moment les plans quorum mis en place au bénéfice de certaines collectivités. Néanmoins, en dépit des avancées et des flux financiers, force est de constater que cela fait des années que nous discutons des mêmes problématiques pour certaines collectivités. L'idée pour nous, aujourd'hui, est de partager un chiffre. Donc, en application de l'article 110 de la loi Notré et en liaison avec les chambres régionales des comptes, la Cour des comptes a ainsi conduit l'expérimentation de la certification
des comptes publics locaux et plus généralement des dispositifs destinés à assurer la régularité, la sincérité et la fiabilité des comptes des collectivités locales. Par sa durée et par son organisation, cette expérimentation fondée sur le volontariat de 25 collectivités a constitué une démarche vertueuse dont ont bénéficié l'ensemble des acteurs concernés, collectivités expérimentatrices, administration, commissaires aux comptes et experts comptables. Sur ces 25 collectivités, je tiens à souligner qu'il y en a une seule en Outre-mer, qui a voulu bien se prêter à cet exercice de vérité, de sincérité et de régularité des comptes. En 2023, la Cour des comptes a publié un bilan de cette expérimentation. Donc je vous invite tous à télécharger ce bilan qui est librement accessible sur Internet. Il est ainsi rappelé ce que j'ai dit ce matin, à savoir que sur la première année de contrôle des comptes, sur les 21 collectivités qui sont concernées, qui ont été concernées par la certification pure et simple, au sens où on l'entend, 20 ont conduit à une impossibilité de certifier. Donc, en d'autres termes, sur 21 certifications sur les 25, nous, commissaires aux comptes, nous avons été dans l'incapacité, dans l'impossibilité de certifier les comptes de 20 de ces collectivités. En 2021, à savoir la deuxième année de certification, on avait 22 collectivités qui ont fait le choix d'aller dans cette voie de certification. Sur la deuxième année, on a émis une impossibilité de certifier pour 7 collectivités et une certification avec réserve pour 14 de ces collectivités. Autrement dit, nous, commissaires aux comptes, nous n'avons pas été en mesure de certifier sans réserve les comptes de l'écrasante majorité des collectivités. Il ne s'agit pas là pour nous de faire la litanie des points bloquants, mais citons tout de même que la Cour des comptes précise qu'il s'agisse du périmètre des états financiers, de l'insuffisance des dispositifs de contrôle interne ou de l'incertitude sur les actifs des collectivités, il a confirmé des progrès seraient à accomplir afin de fiabiliser l'ensemble des cycles comptables, en particulier en matière d'actifs immobilisés, de provisions et d'engagement au bilan. Il est rajouté encore, toujours dans ce rapport de la Cour des comptes, que l'expérimentation a montré que la fiabilité des comptes des collectivités locales devrait substantiellement progresser pour atteindre l'objectif énoncé au second alinéa de l'article 47.2 de la Constitution, à savoir que les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. Vous remarquerez que cette expérimentation est nationale et n'est donc pas propre à notre territoire guadeloupéen. Néanmoins, les mêmes constats sont faits et nous sont remontés par nos confrères qui travaillent dans vos collectivités. Il me plaît de rappeler ici que plusieurs confrères locaux sont labellisés par notre tutelle pour l'audit et la certification des comptes des collectivités locales. Cette défaillance des procédures de contrôle interne touche inéluctablement les modalités de traitement des factures fournisseurs. Ainsi, il est observé qu'au-delà des difficultés de trésorerie, ces délais de paiement peuvent aussi résulter de défaillances de la chaîne de traitement des factures. Cette chaîne qui va depuis l'appel d'offres, le bon de commande, la réception de la facture, la vérification du service fait surtout, l'envoi au comptable public, etc. La Cour des comptes indique dans son bilan que parmi les préconisations, il est relevé la nécessité de rendre obligatoire la mise en place de procédures de contrôle interne et il serait pertinent que les collectivités locales aient l'obligation de mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne comme le prévoit pour les autres entités publiques le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le déploiement d'un tel dispositif doit reposer sur un référentiel national tenant compte des tailles différentes des collectivités. Le rapport de l'IEDOM de 2022 sur les délais de paiement précise que la difficile maîtrise des délais de paiement dans le secteur public local ultramarin trouve également en partie son origine dans l'insuffisante qualité du mandatement. Le défaut d'expertise des équipes de l'ordonnateur entraîne des difficultés de compréhension des règles métiers relatives à la comptabilité budgétaire et à la comptabilité d'engagement, générant ainsi une certaine inertie.
Cette maîtrise imparfaite de la fonction financière et comptable est aggravée par l'insuffisance du contrôle interne. Le déficit de formation pèse également sur les fonctions support, ressources humaines, encadrement, finances, informatique. Enfin, les outils permettant de pallier le défaut de trésorerie sont souvent méconnus ou mal maîtrisés. Ainsi, depuis 2023 et la réforme des responsabilités entre le comptable public et l'ordonnateur, localement, il est observé des actions de certains acheteurs publics locaux avec des audits qui nous sont demandés en tant que commissaire aux comptes, l'envoi de mailings que l'on voit passer pour rappeler à tous les règles, notamment en matière de commande publique. Nous, commissaires aux comptes, pensons ainsi que l'un des premiers plans de relance serait très clairement l'amélioration des procédures de contrôle interne, la montée en compétence des services, la fiabilisation des procédures de la chaîne de traitement des factures notamment. Cela a été rappelé par tous les acteurs, par tous les interlocuteurs, notamment la DRF, pliée d'hommes. Donc je pense que ça, au moins, c'est un constat qui est partagé. Plus que jamais, nous, commissaires aux comptes, nous affirmons que l'utilité et la pertinence de la certification des comptes des collectivités ne font aucun doute. Après des années d'expérimentation auprès de 25 collectivités locales par des commissaires aux comptes, le retour d'expérience de la profession est sans ambiguïté. Il est important, dans la perspective d'une généralisation, de présenter les premiers enseignements que nous en tirons. D'après le témoignage des collectivités elles-mêmes, la certification est un instrument de progrès au service d'une optimisation de la conduite de l'action locale. C'est aussi bien sûr un gage précieux de transparence pour l'ensemble de leurs parties prenantes, partenaires, sous-traitants, citoyens, élus. L'expérimentation a montré l'applicabilité du corpus normatif de la profession à la certification des comptes des collectivités. L'intérêt de capitaliser sur la dynamique amorcée par l'expérimentation en généralisant la certification rapidement et progressivement est évident. Cette idée est renforcée par le constat que d'autres collectivités, telles que la métropole de Lille ou la région Île-de-France, entre autres, s'engagent volontairement dans des dispositifs comparables. En lien étroit avec les collectivités et les pouvoirs publics, nous allons travailler à la promotion de cette généralisation et à la définition de ses modalités. L'enjeu sera notamment d'assurer une couverture significative des collectivités et de l'action locale, compte tenu de critères de seuil ou de complexité qu'il convient encore de préciser. Et parce que toutes les collectivités, y compris celles qui n'entreront pas dans le processus de la future obligation, doivent pouvoir s'inscrire dans cette démarche de qualité et de fiabilisation des comptes avec le soutien de la profession, la CNCC, donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, proposera que des services d'audit, de diagnostic et d'attestation leur soient également fléchés. Traçant les perspectives d'une extension de notre présence dans le secteur public, cette expérimentation est une nouvelle occasion pour la profession de réaffirmer le caractère d'intérêt général de notre mission. Encore une fois, la transparence des comptes publics et la gestion locale est une demande forte des citoyens. Nous, commissaires aux comptes, sommes à votre disposition. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur Steve Manlius. La place aux questions maintenant. La place aux questions, retour d'expérience ou commentaires dans la salle. Merci. Je reviens sur ce qu'a dit Madame Satorette de la région, c'est ça? Gilles Sorette. On a un tissu économique qui représente 66% de TPE. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont rejetés parce qu'ils sont mal déposés sur Chorus. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus judicieux, sachant que c'est des très petites entreprises, surtout dans le monde artisanat, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de mettre en place des plans de formation pour les entreprises pour savoir comment il faut aller sur les plateformes? Et je crois savoir qu'il serait intéressant de voir avec la Chambre des métiers et la CCI de fusionner pour faire face à ces difficultés, parce que souvent les dossiers sont rejetés
parce que les chefs d'entreprise ne savent pas les mettre sur la plateforme. Et surtout les artisans, surtout ceux qui sont des très petites entreprises qui répondent aux collectivités locales et aussi aux collectivités régionales et départementales sur le plan social aussi. Donc je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus, parce qu'on sait travailler, mais forcément, le terme administratif, souvent, il y en a qui ne le maîtrisent pas. Donc je pense qu'on serait amené à travailler sur ce point-là pour que demain matin, on ait 0 rejet de dossier, parce qu'un dossier qui est rejeté, c'est encore une fois, c'est des délais de paiement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des délais de paiement, de facturation, et après l'entreprise est encore fragilisée. Voilà, merci. Oui, micro, pour réagir. Oui, je vous rejoins totalement. Plus globalement, je dirais que la formation, quand on répond à un marché public, est nécessaire pour nos petites entreprises. L'avènement de Chorus Pro, alors c'est vrai que ce n'est pas tant la région, mais vous l'avez cité, les chambres consulaires qui doivent accompagner les chefs d'entreprise sur la formation et comment on dépose une facture sur Chorus Pro et à quoi ressemble une facture conforme. Maintenant, j'ai précisé quand même que c'est quelque chose qu'on utilise avec parcimonie. Ce n'est pas l'objectif pour nous de rejeter. C'est simplement, et on a mis en place des actions pédagogiques d'information, on a mis en place des courriers, mais c'est vrai que l'enjeu de la formation aujourd'hui des chefs d'entreprise, notamment dans la totale digitalisation, la totale dématérialisation aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une fracture numérique, même chez les chefs d'entreprise, et que ça nécessite une formation. Je vous rejoins totalement là-dessus. Une autre question? Juste là. Bonjour, Jocelyne Bourguignon, élue de Petit-Bourg. Ma question s'adresse à Madame Pilade. Qu'est-ce que vous entendez par un dossier complet, de façon que les artisans sachent qu'est-ce qu'il faut dans leur dossier pour que leur facture soit payée le plus rapidement possible? Merci. Alors, tout dépend de la dépense, bien sûr, mais tout dépend de la prestation. Vous avez un certain nombre de dossiers selon la dépense qui sont obligatoires. Donc, ça peut être le bon de commande, le bon d'accord, ça peut être une convention, ça peut être, si c'est un marché, l'acte d'engagement, l'ordre de service. Donc, ce sont des pièces en fonction de la dépense qui sont obligatoires pour permettre le paiement au niveau du comptable. Question devant. Oui, bonjour. Alors, je suis responsable financière dans une entreprise. Juste rapprocher le micro. Voilà, d'accord. J'aurais une question pour la personne qui s'occupe de la CNGT. Enfin, c'est vous, madame. Je voulais savoir si le modèle que vous proposez au sein de cette entité est applicable à d'autres communautés de communes. Je pense notamment à la CNBT, où il semblerait peut-être que ce n'est pas tout à fait le même système et qui est des différences. Je pense aussi aux autres communautés, effectivement. Est-ce qu'ils ont le même fonctionnement ou est-ce qu'ils pourraient avoir le même fonctionnement pour que les choses s'améliorent au niveau des paiements des factures? Ils pourraient avoir le même fonctionnement, normalement. Après, c'est aussi une question d'organisation. Comment est l'organisation? Quels sont les niveaux de validation? Quels sont les niveaux de délégation? Mais dans l'absolu, c'est vrai que c'est un système qui peut être appliqué à n'importe quelle collectivité ou EPCI. Une question en haut. Merci, bonjour à tous. Alors moi, je voudrais revenir sur le nouveau régime de responsabilité des comptables publics qui a été évoqué ce matin par monsieur le DRFIC notamment. Alors, ce nouveau régime de responsabilité des comptables publics me semble être un levier important dans le cadre d'amélioration des délais de paiement. Pourquoi? Parce que ce transfert de responsabilité au niveau des gestionnaires publics de facto impose la mise en place de dispositifs de contrôle interne, à l'instar de ce qui a été présenté par Madame Pilade de la CNGT. On voit bien qu'il y a aussi, au-delà des problèmes de trésorerie, un problème en interne lié au traitement de la chaîne de la dépense.
Et je pense que vraiment, et là il faut insister là-dessus, ce transfert de responsabilité, bien évidemment, avec des possibilités de sanctions, sanctions pécuniaires, quelque part responsabilise l'ensemble des acteurs. Nous, à notre niveau, la commune de Morne-à-l'Eau, l'ensemble des directeurs ont été sensibilisés à cette réalité maintenant, qu'il fallait faire attention, qu'on devait avoir des référentiels en place, qu'on devait mettre en place des dispositifs de contrôle interne de manière à limiter les risques. Donc, je pense que les pratiques, ça prendra du temps, mais en tout cas, elles vont s'installer petit à petit parce que, quelque part, maintenant, l'idée qu'on se faisait, le comptable public, une fois qu'on mandate, la responsabilité au comptable public, non, maintenant, c'est l'ensemble des acteurs. Ça va de la personne qui certifie, celle qui saisit au DGS. Donc, on a tous une responsabilité qui est réelle maintenant, qui nécessite en tout cas de revoir les procédures, de les améliorer. Et pour moi, c'est vraiment un levier intéressant, important, de nature à améliorer en tout cas ces délais de paiement. Voilà. Merci à vous. Jérôme, une réaction et après le mot de la fin, s'il te plaît. Oui, merci. Non, après les sanctions, on a vu les bonnes pratiques et c'est les bonnes pratiques qu'il faut vraiment retenir. Bravo sur ce qui a été exposé. Vraiment, vous faites avancer le sujet. C'est tout à fait ça, les assises. C'est vraiment de voir des belles réalisations. Et ce que vous avez fait est vraiment très bien, ou ce que vous entreprenez est vraiment une très bonne chose. Donc bravo, continuez, c'est parfait. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît, pour ces témoignages. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la conclusion de nos travaux. Et je vais appeler autour de Jérôme, Régis Elbé, qui vient d'arriver, SGAR de la Guadeloupe, Bruno Blandin, président de l'UDM-IDF, Jocelyn Sapoti, président de l'AMG. Messieurs. Régis Elbé, la parole est à toi pour le mot de la fin. Merci beaucoup Kenny. Tout d'abord, un grand merci aux deux présidents, le président Blandin et le président Sapoti, particulièrement de cette initiative. Bon, le président m'a dit, attention, tu auras 2 minutes. Bon, je vais essayer de faire court, simplement parce que c'est vrai, on a beaucoup débordé au travers du temps. Moi, je tiens tout d'abord à remercier de cette initiative, vraiment aux deux présidents. Elle est corrélée notamment dans un lieu de Cénacle qui concerne notamment les élus. Je salue la présence de nombreux élus, directeurs généraux des services également qui sont présents. Je remercie également l'ensemble des chefs des services de l'État qui sont intervenus pour porter ces messages importants. Je note Ludovic de Gaillan, bien sûr Jean-Yves Le Gall, bien sûr notre collègue directeur de l'IODOM Thierry Beltran. Je pense que tous ces éléments d'information ont permis en tout cas de sensibiliser, de structurer les éléments de réponse qu'ici à faire. Moi je ne vais pas m'étendre en tout cas sur les dispositifs réglementaires, mais simplement dire 2 choses. Il faut de l'audace, tout d'abord. Premièrement, c'est de l'audace. Parce qu'on ne va pas inverser la tendance du jour au lendemain de ce qui se passe et de ce qui est aujourd'hui très structurel dans nos territoires ultramarins sur ces délais de paiement. Mais si derrière, il n'y a pas une prise de conscience par les élus, par cette nécessité, par les directeurs généraux des services également, de pouvoir tendre sur des tableaux de bord qui s'apparentent à ce qui est nécessaire dans le pilotage de nos organisations, nous n'arriverons pas à redresser la barre. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de choses ont été dites ce matin, mais il y a beaucoup de non-dits. Les non-dits qui font que la plupart éventuellement des entreprises, pour maintenir le lien aux affaires, ne vont pas dans les conditions à la saisine du préfet dans le cadre des mandatements d'office, parce qu'il y a aussi cette volonté d'essayer d'avoir cette logique concurrentielle auprès des partenaires, je pense notamment pour les entreprises, et puis parce qu'on reste toujours face à la collectivité, face à l'institution, un peu minoré dans cette volonté à pouvoir recouvrir des créances qui sont particulièrement portées. Il va de soi que s'il n'y a pas un sursaut, et particulièrement ici en Guadeloupe, sur la question même au délai de paiement, c'est toute une économie que nous mettrons en branle
parce que nous n'arriverons pas à pouvoir injecter les fonds publics dans la dévolution de ce pourquoi ils sont faits. L'État a mis 135 millions d'euros au titre du plan de relance, 70 millions supplémentaires dans le cas du département, 86 millions d'euros au titre de la région dans le cas du plan de relance. Où sont passés ces millions? Où sont passés ces millions? Eh bien, c'est simple. À la date de fin 2022, il restait 200 millions d'euros de reste à payer auprès des collectivités. Ce qui veut dire que nous avons de la commande publique, nous avons des financements, nous avons la possibilité, bien sûr, de lancer des appels à projets encore conséquents avec France 2030, c'est 50 milliards d'euros. Des financements publics, il n'en manque pas. Par contre, ce que nous n'arrivons pas à faire sur nos territoires, c'est la remontée de dépenses, tant de la part de la collectivité que dans la part des recouvrements des créances qui sont détenues par les entreprises auprès des collectivités. Et c'est cette tendance qu'il faut que nous inversions. Alors, il faut de l'audace parce que ça demande de la part des maires à demander des comptes auprès de leurs organisations administratives. Et ça, c'est indispensable, bien évidemment, via l'appui des directeurs généraux des services. Ça demande également à ce que cette prise de conscience de la dématérialisation soit faite. Alors, il y a, vous avez vu, une amélioration qui s'est vue porter. Ça a été décrit par mon collègue Jean-Yves Le Gall. Mais il faut encore pousser les petites entreprises à pouvoir particulièrement, en effet, se former et se structurer dans les conditions à la dématérialisation. Et troisième point, à mon sens, il faut que nous comprenions tous que s'il n'y a pas de phénomènes de révélateurs qui viennent à catalyser, qui viennent à rassembler les synergies entre des acteurs privés et des acteurs publics, nous n'arriverons pas à mettre en place l'électrochoc pour donner le pouls à nos territoires sur la relance de l'économie. C'est un vrai sujet, messieurs les présidents, que vous aviez traité aujourd'hui. Vraiment un vrai sujet. Moi, je vous en félicite parce que, Président, cette conférence, d'ailleurs, vous l'avez reportée à plusieurs reprises parce qu'à chaque fois, elle tombait dans des moments qui étaient conséquents avec les élections qui se sont succédées sur la période de l'année dernière, parce qu'il y avait aussi de véritables enjeux. Mais je crois que ce que vous avez démontré aujourd'hui, entre vous, Monsieur le Président Sapoti, et vous, Monsieur le Président Blandin, c'est que tout est possible, dès lors qu'il y a cette volonté de pouvoir transformer le vécu de l'administration dans la conformité à un élément de ce qui fait l'économie et de ce qui fait l'emploi et de ce qui fait le devenir des territoires. Et sans cette prise de conscience, sans cette continuité à insuffler cette volonté et à demander des comptes à nos administrations, nous ne pourrons pas transformer cet élément essentiel qui est de diminuer les délais de paiement. Aujourd'hui, vous l'avez vu, cela varie entre 10 jours pour les services de l'État à 90 jours pour les collectivités. La moyenne des DROM, c'est 60 jours. Et pour autant, si vous regardez pour La Réunion, nous en sommes environ à 37 jours pour les délais de paiement. Certains territoires ultramarins arrivent à mieux faire que nous. Alors prenons l'exemple. Organisons-nous, structurons particulièrement des contrôleurs de gestion, mettons en place éventuellement des services facturiers auprès des EPCI. Puisons dans cette capacité à pouvoir transformer nos administrations. Et rappelons par ailleurs que nous avons ouvert avec la French Tech, notamment via Agitech, et je salue le travail également de Kenny dans ce domaine, ce partenariat que nous avons avec les collectivités pour pouvoir dématérialiser et pouvoir également accompagner les collectivités, c'est l'enjeu de demain, c'est l'enjeu de la Guadeloupe, et c'est l'enjeu que vous avez particulièrement dénoté. En tout cas, au nom du préfet, je tenais à vous en féliciter particulièrement, messieurs les présidents, de cette initiative. Merci. Merci. Merci beaucoup. Président Blandin, attention, la parole est à toi. Écoutez, je n'ai rien à ajouter. Tu as tout dit. Merci Régis. Je tenais à remercier tous les participants à cette première, parce que je rappelle que c'est une première dans les départements d'outre-mer. Et je tiens à remercier le secrétaire des assises des délais de paiement d'être venu spécialement, je dirais, pour cette première. Je tiens à saluer aussi tous les maires qui ont fait ce déplacement, aussi les députés, les sénateurs. Merci, parce que c'est vraiment... alors j'avais coutume de dire un des cancers de la Guadeloupe, mais vous savez que le cancer, ça se soigne. Et il est évident que nous devons tous et toutes, parce que quelque part,
les délais de paiement, c'est l'affaire de tous. Donc nous ne voulons pas, nous, chefs d'entreprise et entrepreneurs, stigmatiser personne. Nous voulons simplement que la Guadeloupe, je dirais quelque part, au travers de ce problème des délais de paiement, puisse tranquillement trouver des solutions ensemble. Pourquoi ? Pour que les entreprises se portent mieux, pour que les entreprises puissent embaucher nos enfants qui souhaitent revenir et particulièrement ceux qui souhaitent aussi rester. Merci. En tous les cas, je vous remercie. Je tiens à remercier aussi notre président Sapoti de m'accompagner dans ce problème, je dirais, quelque part, qui n'était pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se cachent derrière. Mais nous sommes là. Je tiens à remercier le nouveau DRFIP qui va prendre en main, je dirais, quelque part, les responsabilités de l'État au travers de ce qu'il a dit ce matin, c'est-à-dire mettre en place les bonnes pratiques, je dirais, du point de vue de l'État. Voilà, Président Sapoti, merci beaucoup. Et puis allons-y, hein, c'est l'affaire de tous. Nous sommes là et nous le ferons ensemble. Merci. Merci beaucoup, Président Blandin. Président Sapoti, la parole est à toi. Merci. Je suis aujourd'hui très satisfait que nous ayons pu réaliser ensemble avec le monde économique et avec l'UDEMIDEF les assises, les délais de paiement. Quand en 2020, Éric André, mon premier vice-président, nous avons été élus, cette question était pour nous une question importante et prégnante. Mais comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, délicate. Délicate, on a dit qu'il y a des non-dits, oui, mais il n'y a pas que des non-dits, il y avait des positions qui étaient des fois, on peut dire, un peu compliquées dans la mesure où il y avait coupable, responsable. On était un peu dans cette position voilà, où on ne savait pas trop bien comment aborder la chose, puisqu'il fallait l'aborder de manière intelligente, de manière constructive, de manière apaisée, dans un climat qui forcément ne l'était pas toujours. Parce que vous avez raison de dire qu'il y a toujours eu des non-dits et dans un climat conflictuel. Pour ne pas, voilà, pour dire le vrai mot, dans un climat conflictuel. Je pense que nous avons réussi quelque chose, Président. Ça a pris du temps. On a été retardé aussi par la Covid. Nous nous étions fixés cet objectif-là, de réussir sur cette question-là à mettre ensemble le monde politique et le monde économique et de sortir de ce climat conflictuel pour arriver à construire ensemble sur une question, voilà, où les intérêts, en fait, ne sont pas divergents, mais sont convergents, mais étaient vécus comme des intérêts divergents, alors que ce sont des intérêts convergents. Et aujourd'hui, nous avons pu coproduire ici, en plus avec les services de l'État, des solutions. Avec le DRFIP, avec les services de l'État, avec nos collègues élus. Et nous avons pu effectivement échanger et voir qu'à certains endroits, ça se passe bien. Il y a de bonnes pratiques. On peut même dupliquer, on a vu, on a entendu, effectivement, certaines pratiques, certaines organisations. Et quand il y a de la réussite, eh bien, ça prouve qu'on est capable de faire, on est capable de s'améliorer. Donc, nous ne sommes pas parfaits. Je vais m'arrêter là, mais nous sommes tous perfectibles. Merci. Merci. Merci, Président. Jérôme Mondrian, la synthèse, hein, la dure tâche de la synthèse qui sera la tienne, et ton mot de la fin aussi. Tout à fait. Ben, écoutez, tout a été dit. Alors c'est toujours difficile de parler en dernier, donc bon, je vais quand même faire l'exercice. On arrive à la fin de ces premières assises des délais de paiement en Guadeloupe qui ont été vraiment riches en informations et en échanges. Et ça, je dois dire que nous, ce que nous portons dans les assises, c'est ces points de vue-là, c'est-à-dire la confrontation des points de vue, diversité des intervenants issus du secteur privé et public. Eh bien, vous avez réussi. Les assises des délais de paiement ont cette ambition
de dresser un constat continuel pour faire progresser, améliorer, travailler ensemble pour arriver à des bonnes pratiques et surtout réussir nos enjeux économiques. Il peut arriver qu'il y ait une difficulté pour régler son fournisseur. Ça peut arriver, qu'on soit le secteur public ou le secteur privé. Ça peut arriver. Mais ce qu'il faut faire, eh bien, il faut contacter son fournisseur parce qu'il faut respecter son écosystème et lui dire pourquoi je ne paye pas, qu'est-ce qu'on peut faire, trouver ensemble pour que je puisse régler. C'est important, une PME ou une TPE, elle a une prévision de trésorerie. Et si elle n'est pas payée à date, ça peut remettre en cause sa propre trésorerie et son propre système. Je remercie de nouveau et je dirais bravo, messieurs les présidents, mission réussie. Et je remercie vraiment M. Blandin et M. Sapotti. C'est un bel événement, il a été tout à fait réussi et bravo à vous. Je dirais un mot quand même à Rianne Beaubois pour le remercier de nos échanges et de la préparation de cet événement. On a travaillé ensemble un bon moment et je le remercie. Et je remercie également Kenny pour ces échanges. Et bien sûr, je voudrais absolument rendre hommage aussi à Virginie Beaumenier, Pierre Pelouzet et Frédéric Wisniewski pour leur soutien. J'en profite enfin pour également vous informer que nos prochaines assises nationales auront lieu à Paris le 9 novembre, au siège de la Banque de France. Vous pourrez le suivre à distance et en replay. Merci de votre attention. Merci à vous et je vous souhaite bon après-midi. Merci, au revoir.